Très bien, donc hier c'était la canicule, il faisait littéralement 40 degrés et aujourd'hui on a un temps digne d'un bon gros mois d'octobre. Je ne sais pas s'il existe un barbu là-haut, mais monsieur va sérieusement falloir faire quelque chose pour la météo parce que là, je ne sais plus quand tourner moi. Je suis paumée. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, et oui, un point lecture. Ah oui, c'était bien beau les book hauls, je sais que vous aimez ça et j'adore également tourner. Mais après avoir acheté des livres, il est quand même pas mal d'en lire un peu. C'est donc ce que j'ai fait. Alors, comme d'habitude, je vais donc vous parler aujourd'hui de 4 lectures que j'ai fait dernièrement, entre guillemets, parce que j'avais tourné pas mal de vidéos d'avance, ce qui fait que certains des romans dont je vais vous présenter aujourd'hui commencent à dater un petit peu. Le programme du jour, c'est donc une majorité de thrillers romans noirs, mais pas que. Donc je vous propose tout simplement qu'on s'y mette tout de suite. Je vais donc débuter ce point lecture avec le roman le plus court de la sélection du jour et il s'agit de Chambre 27 de Louis Atangana aux éditions du Rouergue. De cet auteur, j'ai déjà lu 2-3 romans qui sont en général toujours assez courts, ce qui fait que j'avais envie de lire celui-ci, histoire de continuer un peu ma découverte de ces différents ouvrages. Dans Chambre 27, on va vraiment suivre 2 adolescents, alors je ne sais plus s'ils sont collégiens ou lycéens, vous m'excuserez, je crois que j'ai lu ce livre il y a facile 1 mois et demi et c'est plus forcément très frais dans ma mémoire. On va donc suivre 2 adolescents, Fatima et Julien, si je me souviens bien. Je me souviens des prénoms, c'est déjà pas si mal. Ils vont à l'école ensemble, ils vivent tous 2 dans le même HLM. Julien a quelques problèmes de rapport avec sa mère qui est séparée d'ailleurs de son père. Et disons que Julien a un peu de mal avec les hommes que sa mère fréquente. Et Fatima, quant à elle, a certains problèmes également chez elle, puisque tout simplement, son père souhaite la marier à un homme qu'elle ne connaît pas et qui est 2 fois plus âgé qu'elle. Et grosso modo, on va suivre un petit peu les réflexions de ces 2 jeunes, leur vie, leur ras-le-bol et ce qui va faire qu'un jour, ils vont décider de mettre les voiles ensemble. Et je ne vous en dis pas plus parce que ce roman est extrêmement court et que très sincèrement, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Une fois de plus, donc, tout comme ça avait été le cas pour Dans la voiture de Johnny, c'est un roman de Louis Atangana que je classerais plutôt dans la catégorie nouvelle et une fois de plus, même si ce fut une lecture plutôt agréable, c'est là encore un roman qui m'aura laissé sur un goût de trop peu. Donc comme je l'ai dit, le dernier roman que j'avais lu de cet auteur était Dans la voiture de Johnny et j'ai trouvé pas mal de ressemblances entre les 2 romans puisque dans les 2 on va donc y suivre des jeunes gens qui vivent dans des HLM, qui ont une vie plutôt à la dérive je dirais. Le style d'écriture, je le reconnais, m'a un peu dérouté au départ puisqu'on y a vraiment des phrases très courte, très hachée et même très simpliste et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'ai même eu un peu la sensation au départ que l'auteur ne s'était franchement pas foulé, puis en avançant dans ma lecture, j'ai fini par comprendre que finalement c'était un choix complètement voulu et pensé pour correspondre justement au personnage de Julien, puisqu'on est ici avec un récit donc raconté à la première personne du point de vue de Julien, qui est donc un jeune homme assez désabusé, taiseux, mal dans sa peau, qui fait vraiment l'économie des contacts avec le monde qui l'entoure, dans lequel d'ailleurs il a beaucoup de mal à trouver sa place, et c'est finalement là que le style d'écriture prend tout son sens. Du coup, d'une plume qui au départ me gênait un peu, j'en suis rapidement arrivée à l'apprécier parce qu'elle a permis d'insuffler encore plus de réalisme à ce récit. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié les 2 personnages. D'ailleurs, je suis en train de me souvenir que la jeune fille, je crois, ne s'appelle pas Fatima, mais peut-être plutôt Fatia, parce qu'en général, elle est appelée Fatih. Bref, j'ai plutôt apprécié donc Julien et Fatih. J'ai aussi bien aimé leur relation, leur mécanique et leur amitié pudique. J'ai trouvé le tout
très juste, bien dosé, même si je reconnais que j'aurais aimé que cette histoire soit plus longue pour que l'auteur puisse justement développer encore beaucoup plus ses personnages. J'aurais aimé qu'ils aient plus de corps et que leur relation et leur vie soient beaucoup plus développées, parce qu'en plus de ça, il y avait vraiment matière justement à aller beaucoup plus loin. Ceci dit, je n'oublie pas non plus que c'est un livre à la base à destination plutôt des adolescents, ou en tout cas des pré-ados, même si je le recommanderais plutôt pour des ados, et c'est peut-être du coup ce qui explique son format assez court. L'histoire en tant que telle est, je trouve, extrêmement intéressante et à la fois tellement banale. On va donc y suivre deux ados pour qui famille ne rime pas avec sécurité, deux ados contraints de grandir peut-être un peu vite et d'abandonner leur naïveté et leur insouciance pour prendre leur destin à bras-le-corps, quitte à se confronter de manière un peu frontale à la réalité. La fin, quant à elle, est, je trouve, plutôt cohérente avec la cible type de ce roman, mais pour ma part, j'avoue qu'elle m'a un peu déçue. Elle était peut-être un peu trop facile à mon goût. En résumé, c'était donc une lecture plutôt sympathique, rapide à faire, avec un style bien adapté à l'histoire, un roman qui, je suppose, plaira tout à fait au public visé. Un roman finalement assez brut qui dresse une réalité très peu reluisante sans chercher à lisser les choses, mais sans non plus aller trop loin pour peut-être ne pas heurter justement le public visé. Mais il est vrai qu'en tant qu'adulte, désormais, j'ai clairement besoin de plus. Donc c'était une lecture, ma foi, somme toute sympathique, qui, je le sais pertinemment, ne me marquera pas l'esprit très longtemps et qui est très clairement écrit à destination d'un public plutôt young adulte. Donc, ma foi, c'est plutôt cohérent pour le public adolescent, mais il est vrai qu'en tant qu'adulte, voilà, je reste vraiment sur ce goût de trop peu, alors qu'on sent que le noyau dur est quand même plutôt qualitatif. Je vais ensuite passer à un tout autre genre de roman, puisque je vais également vous parler de Ces lieux sont morts de Patrick Graham aux éditions Pocket. Alors ça va pas être évident de vous faire un résumé de cette histoire, parce que je trouve presque que la quatrième en dit trop, et parce qu'il y a tout un pan de l'histoire qui est un peu nébuleux, ou en tout cas un peu complexe à appréhender. Disons qu'on va y suivre principalement Syl, qui est un médecin spécialisé, on va dire, dans le coma, qui a mis en place une sorte de protocole pour essayer de faire sortir du coma des gens qui y sont plongés. Je n'irai pas plus loin parce que voilà, je pense que le reste, il faut vraiment le découvrir en le lisant. Ils étaient tous censés partir tous ensemble dans leur chalet de famille, etc. Sauf que notre médecin est retenu, ce qui fait donc que cette femme part toute seule avec les gosses. Et malheureusement, il va arriver quelque chose. J'avais lu de Patrick Graham il y a déjà un petit moment maintenant, Retour à Rédemption, que j'avais vraiment adoré, et du coup depuis j'avais vraiment très hâte de pouvoir lire un autre roman de cet auteur. Mais malheureusement, pour moi, Ces lieux sont morts n'aura pas été aussi qualitatif que Retour à Rédemption. La situation de départ m'a d'ailleurs pas mal rappelé justement Retour à Rédemption, puisque dans les deux romans, on se retrouve avec un homme qui, par la force des choses, est séparé de sa famille et qui va être mis au courant qu'il est arrivé quelque chose à sa famille. Mais disons que les similitudes entre les deux romans s'arrêtent là. Le style d'écriture de Patrick Graham, quant à lui, est toujours aussi fluide, agréable, avec pas mal de dialogue, de langage parlé et aussi pas mal d'action et de rebondissements, ce qui fait que vraiment la lecture se fait très bien. C'est donc un roman que dans l'ensemble j'ai trouvé plutôt agréable et addictif, même si au départ j'ai
tout de même ressenti que l'histoire mettait un peu de temps à se mettre en route, puisque finalement les choses sérieuses ne débutent qu'à peu près 100 pages. Toujours est-il que malgré tout, l'histoire m'intriguait. On y aborde donc les thématiques du coma, des rêves et du subconscient, et si à la base ce ne sont pas forcément les thématiques qui m'intéressent le plus, ni d'ailleurs celles avec lesquelles je suis la plus à l'aise, malgré tout, je me laissais porter et j'étais vraiment curieuse de voir là où l'auteur voulait en venir. Le problème, c'est que j'ai trouvé ce roman beaucoup trop décousu et aussi beaucoup trop frustrant. En effet, lors de ma lecture, j'ai eu le sentiment comme si l'auteur avait eu 2-3 idées de romans et qu'il avait tenté de les mêler tant bien que mal, ce qui fait que j'ai ressenti un vrai manque de liant et de cohérence dans cette histoire. On part vite dans des directions complètement différentes et toutes ne fonctionnent pas ensemble selon moi. Et c'est dommage parce qu'en soi, il y avait vraiment plusieurs idées, plusieurs pistes extrêmement intéressantes, mais toutes mises ensemble, pour moi, ça ne l'a pas fait. L'autre souci que j'ai eu avec ce roman, c'est que, contrairement d'ailleurs à Retour à Rédemption, en tout cas des souvenirs que j'en garde, ici, à plusieurs reprises, je me suis fait la réflexion que certaines scènes étaient assez invraisemblables. C'est vraiment dommage, hein, mais par exemple, rien que le procédé, on va dire, médical utilisé par le médecin n'était absolument pas crédible à mes yeux. En tout cas, pas tel qu'il est décrit et mis en scène dans ce roman. De même, là où je m'étais attachée à certains personnages dans Retour à Rédemption, ici, je n'ai accroché avec aucun perso. Pourtant, certains protagonistes vivent vraiment des choses absolument affreuses, mais je ne sais pas. L'alchimie ne s'est absolument pas faite entre eux et moi. Attention également aux lecteurs qui seraient un petit peu sensibles parce que certaines scènes sont vraiment dégoûtantes, écœurantes. Donc voilà, si vous n'aimez pas les tripes et l'hémoglobine, passez peut-être votre chemin. C'est un petit conseil. Et puis, pour ma part, le plus gros point noir de ce roman est tout simplement sa fin. Voilà, au point que je me suis vraiment demandé en terminant ma lecture s'il ne me manquait pas quelques chapitres. J'ai eu l'impression que sur la fin, l'auteur était parti tellement loin dans son délire qu'à un moment, il ne savait tout simplement plus comment terminer son roman et qu'il a juste décidé de poser sa plume, ou plutôt son stylo, ou de fermer son document Word. Bref, vous aurez compris l'idée quoi. En fait, lorsque l'on termine ce roman, on se dit que c'est vraiment un livre qui appelle à une suite directe. Or, de ce que j'ai pu voir, et ce livre n'est pas sorti hier, hein, il a déjà quelques années, il n'existe aucune suite. Voilà, ce titre est un titre unique, et par conséquent, non, vraiment, j'ai pas compris la fin. Alors, si vous aimez les fins hyper mystérieuses qui vous laissent avec 3000 questions, allez-y, mais pour ma part, j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur avait juste ouvert plein de portes sans chercher à en refermer aucune et sans jamais chercher à justifier son délire narratif, et pour ma part ce fut extrêmement frustrant. Par contre, en grande fan, vous le savez, du King, j'ai largement souri lorsque l'auteur a fait plusieurs clins d'œil à Stephen King, que ce soit de façon très directe et frontale, comme lorsqu'il cite par exemple Shining dans un passage, ou de manière parfois un peu plus subtile, comme le fait qu'une partie de l'action se déroule à Bangor, dans le Maine, là où vit Stephen King. Je lirai donc malgré tout d'autres titres de l'auteur parce que sa plume reste très agréable et que je sais de quoi il est capable, je sais qu'il est capable de livrer de très bonnes choses. Je l'ai vu avec Retour à Rédemption. C'est juste qu'avec ce titre, personnellement, je n'ai pas compris là où l'auteur a voulu en venir, et je dois reconnaître que j'aurais beaucoup de mal du coup à recommander ce titre. Un petit raté donc pour ma part, et c'est bien dommage parce que très sincèrement il y avait de très bonnes idées de base, mais qui n'ont pas forcément été exploitées, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité. Et ouais, je le redis, une fin, non vraiment une fin trop abrupte, trop mystérieuse et beaucoup trop frustrante.
Ouais, vraiment, je crois que c'est un mot qui qualifierait assez bien ma lecture. Et l'on va continuer ce point lecture toujours dans la mouvance thriller roman noir, puisque j'ai également lu Robe de mariée de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Alors le pitch de base de ce roman est extrêmement simple. On va suivre Sophie qui est une jeune femme, je dirais de 30-35 ans, qui de toute évidence ne va pas bien du tout, qui se demande si elle n'est pas en train de devenir complètement folle puisque autour d'elle se produisent des meurtres. Voilà, elle est entourée de gens qui sont morts, qu'elle voit morts lorsqu'elle se réveille. Et donc voilà, elle se demande si c'est elle qui a tué toutes ces personnes parce qu'elle n'en a strictement aucun souvenir. Et qu'à première vue, elle se dit également qu'elle n'est pas une meurtrière ni une psychopathe. Ce qui fait qu'elle a beaucoup de mal à expliquer ces situations et on s'en doute, le fait d'être entourée comme ça de cadavres, ça va la mener dans des situations un peu périlleuses, dirons-nous, et elle va devoir fuir et de là d'autres choses vont se mettre en route. Alors personnellement j'ai souvent entendu parler de Robe de mariée comme étant un très très bon roman, voire peut-être le meilleur de Pierre Lemaitre et par conséquent ça faisait très longtemps que j'avais vraiment envie de le découvrir. Alors je vais peut-être en décevoir entre guillemets certains, mais pour ma part ce fut une bonne lecture, certes, mais on est vraiment loin du coup de cœur, voire même de la lecture génialissime. Alors, je vous préviens, le début du roman est assez déroutant. On est vraiment avec une écriture très floue, très brumeuse, mais c'est totalement voulu. En tant que lecteur, on avance vraiment à tâtons, on essaye au fur et à mesure de recouper les choses pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors c'est quelque chose qui ne me dérange pas, au contraire même je dirais que c'est plutôt un type de narration qu'en général j'apprécie, mais voilà, il faut le savoir parce que je sais que certains lecteurs peuvent peut-être être un peu dérangés par ça. J'ai retrouvé certains traceurs communs avec le roman Alex que j'avais lu précédemment de ce même auteur, parce qu'en effet dans les deux romans on a une certaine forme de brutalité. Ce sont vraiment deux histoires qui ont un côté très brut, avec de la violence, qu'elle soit d'ailleurs physique ou plus mentale, morale. Alors il faut savoir que le roman Robe de mariée est divisé en plusieurs parties, 4 d'ailleurs dans mes souvenirs, il me semble que c'est 4 parties. Et si la seconde partie peut paraître un peu déroutante au début, elle relance vraiment l'histoire, elle relance vraiment l'intrigue dans autre chose. Mais paradoxalement, elle fait aussi rentrer ce roman dans une sorte de rythme un peu ronronnant. En effet, dans la seconde moitié, on va se retrouver avec des chapitres extrêmement courts. Et vous allez me dire, en général, c'est plutôt un procédé qui permet de donner du rythme à un récit. Et je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que là, ces chapitres étaient pour moi assez répétitifs et du coup, j'ai ressenti une sorte de petite lassitude durant ma lecture de cette partie. Sur la fin, on a une sorte de petit rebond que j'ai trouvé, ma foi, plutôt intéressant. Mais malgré tout, la toute fin m'a un peu déçue. Je l'ai trouvé assez précipité, facile et avec une petite invraisemblance. Vraiment, avec une histoire aussi machiavélique que l'auteur nous a servi durant 300 pages, je trouve que cette fin n'est pas à la hauteur. Parce que oui, si vous cherchez à lire un thriller psychologique et machiavélique à souhait, je pense que très clairement vous pourriez trouver votre compte avec ce livre. Les personnages ne sont pas inintéressants, même si en matière de psychologie j'aurais vraiment apprécié que l'auteur pousse les choses encore plus loin, qu'il creuse vraiment plus leur psychologie. En tant que lecteur, on est vraiment plongé dans une spirale infernale, une fuite en avant doublée d'une chute dans le vide. Et c'est vrai que dans la première partie,
On est vraiment dans le flou total. On essaye tant bien que mal de raccrocher les wagons sans véritablement y arriver. Et du coup, c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouve que l'ambiance globale est plutôt réussie. Sans compter que la plume de Pierre Lemaitre est plutôt simple, fluide et abordable et que par conséquent, elle rend la lecture assez facile et plutôt agréable. Maintenant, je ne peux m'enlever de la tête que certains points manquaient pour moi de crédibilité, que certains personnages, traits de caractère et détails de l'histoire auraient vraiment mérité d'être plus développés parce que la base est excellente et que ça aurait vraiment pu donner un roman absolument diabolique et surprenant. En résumé, pour ma part, Robe de lecture aura été une bonne lecture, mais néanmoins j'ai noté certains petits bémols qui sont venus un peu ternir mon expérience de lecture. Il est aussi probable qu'une fois de plus, ce roman ait été victime du phénomène « j'en ai tellement entendu parler en des termes dithyrambiques que j'ai peut-être mis la barre un petit peu trop haute ». C'est possible, c'est malheureusement quelque chose qui arrive assez souvent, en tout cas avec ces romans dont j'entends parler beaucoup trop souvent et dont on ne me dit que le plus grand bien. Ceci dit, si vous aimez les thrillers, et d'ailleurs plus particulièrement je dirais les thrillers un peu psychologiques et domestiques, alors je pense vraiment que vous devriez tout à fait apprécier ce roman. Pour ma part, je sais d'ores et déjà que je tenterai d'autres romans de Pierre Lemaitre, tout d'abord parce que j'en ai d'autres de lui dans ma pile à lire, parce que j'aimerais arriver à lire toute sa bibliographie, qui n'est pas gigantesque, donc en soi c'est tout à fait faisable, et aussi parce que si je n'ai jamais eu de grosses claquasses avec lui, en tout cas jusqu'à maintenant, à chaque fois ça a toujours été de bonnes lectures, donc ma foi, on va déjà pas cracher sur des bonnes lectures. Je demande pas à avoir des coups de cœur tous les jours, même si je ne serais pas contre non plus, mais déjà lire de bons romans, c'est déjà pas si mal. Et donc celui-ci, je peux tout à fait vous le recommander, même si pour ma part, ça n'a pas été la grosse révélation, le gros coup de cœur, mais c'était plutôt une chouette lecture. Enfin, chouette. Dans le genre roman noir psychologique qui vous retourne un peu le cerveau et avec des scènes, ma foi, pas toujours très ragoûtantes. Chacun ses délires. Il y en a, c'est cucu les petits oiseaux. Moi, c'est pas forcément le cas. Et je terminerai ce point lecture avec un rendez-vous quasiment habituel désormais sur la chaîne, puisque je vais aussi vous parler de Running Man de Stephen King alias Richard Bachman, ou plutôt d'ailleurs de Richard Bachman alias Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je ne résiste pas à l'envie de vous faire une fois de plus un focus sur ces couvertures que j'aime beaucoup trop. Alors oui, vous le savez, il y a pratiquement un King dans chacun de mes points lecture parce que c'est un auteur incontournable que j'aime beaucoup trop et dont j'ai prévu de lire tous les titres. Et là, c'est pas du tout comme Pierre Lemaitre, on n'est pas du tout sur le même nombre d'ouvrages. Donc autant dire que j'en ai encore pour quelques années. Mais je compte donc désormais un titre de plus à mon actif avec Running Man. Au niveau de l'histoire, on est ici avec un King un peu particulier. Vous me direz, c'est un peu le cas finalement de tous les titres qu'il a publiés sous le pseudo Richard Bachman. Mais c'est vrai qu'ici, un peu comme dans Marche ou crève, qui était un autre titre qu'il avait signé par le nom de Bachman, on est dans une histoire un peu futuriste, dystopique. On va donc y suivre le personnage de Ben. Ben qui vit donc dans notre monde, mais dans le futur, où une dictature s'est installée dans le monde un peu à la manière de Big Brother dans 1984 d'Orwell, pour ceux qui l'ont lu. Je trouve que ça pose assez bien l'univers, en tout cas l'ambiance et l'idée globale. On va donc suivre Ben qui vit un petit peu dans les basses couches, on va dire, de la société. Clairement, il a très peu d'argent. Le problème étant que sa petite fille qui a 2-3 ans est gravement malade
et que bien sûr pour payer le médecin et des médicaments, il a besoin d'argent, ce qu'il n'a pas. Il décide donc de participer à ce qu'on appelle la Grande Traque, qui est l'un des jeux organisés par cette société dictature qui abreuve sans cesse et qui oblige les gens d'ailleurs à regarder la télé et à regarder bien souvent des âneries à la télé. Et donc Ben va participer à cette Grande Traque qui est un jeu plus que cruel, puisque donc il va être lâché dans la nature et on va lancer à ses trousses de sortes de tueurs professionnels qui ont pour but tout simplement de le liquider. Et la population est également joyeusement invitée à faire de la délation, à donner au gouvernement des renseignements sur Ben, sur l'endroit où il se trouve, pour qu'on puisse aller le débusquer. Si les gens le balancent, bien sûr, ils touchent de l'argent. Et à chaque jour que Ben réussit à ne pas se faire tuer, tout simplement, il gagne, lui, de l'argent dans sa cagnotte. Je crois qu'il doit rester quelque chose comme 30 ou 34 jours sans se faire gauler pour pouvoir gagner le maxi jackpot à la fin. Et c'est donc tout ça, l'histoire de Ben, ainsi que derrière sa fuite pour échapper à ces tueurs, que l'on va donc suivre dans Running Man. Alors en général, j'aime plutôt bien les romans que Stephen King a fait paraître sous le pseudonyme Richard Bachman, parce que je trouve qu'ils sont bien souvent assez courts et pour autant percutants et efficaces. Ça avait été le cas par exemple de Marche ou crève, qui est un roman que j'aime beaucoup, ou encore de Blaise, qui est, je crois, l'un de mes romans favoris du King à ce jour. Et une fois de plus, avec ce titre-ci, ça a encore été le cas. Ce roman, c'est donc une sorte, comme je l'ai dit, de dystopie futuriste à la King. Alors, lui qui a plutôt l'habitude de mettre en scène, je dirais, la noirceur de l'être humain, je suppose que ça n'a pas été trop compliqué pour lui d'imaginer finalement un futur sombre et détruit à cause justement des dérives humaines. Dans ce roman, bien sûr, on s'en doute, on va y retrouver, je dirais, certaines idées politiques de l'auteur, comme l'idée de la lutte des classes, des inégalités sociales, mais il va également y traiter des questions sociétales et environnementales beaucoup plus profonde. Le libertel, qui est donc cette espèce d'entité, on va dire, qui régit un petit peu les médias et l'information dans cette dystopie. Et donc le libertel, imaginé par King, fait littéralement froid dans le dos, parce qu'on est vraiment plongé au cœur d'une idiocratie et d'une manipulation des masses poussées à l'extrême. Et en même temps, si on réfléchit un peu 2 minutes, et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que malheureusement, je pense que l'auteur n'a pas eu besoin de pousser le curseur beaucoup plus loin que la réalité pour aboutir à ce roman. J'ai personnellement beaucoup aimé la critique de la réalité qui est sous-jacente dans ce roman, et aussi, à contrario, la défense du savoir comme véritable arme. Bien entendu, lorsque j'ai fait la lecture de ce roman, j'ai eu la sensation de me retrouver avec une sorte d'hybride entre 1984 de George Orwell, comme je le disais, d'Hunger Games, avec une petite touche à la Tarantino. En effet, je vous préviens, par moments, le King n'y va pas de main morte en termes d'hémoglobine et d'action, mais ça convient complètement à l'ambiance, à l'univers, et du coup j'ai beaucoup aimé. J'avoue qu'à la lecture du résumé, et même j'ai envie de dire quand on voit la couverture, je m'attendais vraiment à une histoire qui va à 100 à l'heure, à une course-poursuite de bout en bout, et en fait, ce n'est pas le cas. Au départ, l'auteur pose vraiment les contours de ce futur dans lequel les inégalités n'ont fait que se creuser et dans lequel les plus pauvres finalement ne servent que de chair à canon pour divertir les masses. Alors il y a autre chose qui est aussi un petit peu troublant, c'est que ce roman a été écrit il y a maintenant de nombreuses années, et que lorsqu'il l'a écrit, l'auteur a décidé de situer son action en 2025. Or aujourd'hui, nous sommes en 2022, autant dire que 2025 c'est demain.
qui fait que finalement, lorsque je l'ai lu, j'ai ressenti cette histoire plus comme une dystopie vraiment que comme un roman futuriste. Je ne sais plus, en tout cas je n'ai pas pensé à vérifier par rapport aux dates, mais je ne sais plus si lorsque ce roman a été publié donc sous le pseudo de Richard Bachman, si Stephen King avait déjà été démasqué ou non, mais une chose est sûre, c'est que dans ce roman on a des connexions très claires et des parallèles très clairs avec les autres romans de Stephen King, et je pense que l'un des parallèles, l'une des connexions pour moi les plus visibles et les plus claires reste le fait qu'une partie de cette histoire se déroule ni plus ni moins que dans la ville de Derry, qui est une des villes vraiment emblématiques de l'univers de Stephen King. J'ai personnellement beaucoup aimé la fin. Je reconnais que j'ai eu une petite frayeur un moment parce que j'ai cru que l'on allait se diriger vers une fin peut-être un peu bateau et un peu lisse, et finalement pas du tout. Une fin, je dirais, à la King, une fin un peu à l'américaine, mais pour le coup vraiment dans le bon sens du terme. J'ai été aussi pas mal intriguée par le décompte que l'on a en haut de chaque chapitre. On commence, je crois, au chiffre 100 ou au chiffre 99. Je vais vous dire ça, ouais, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici on a le chiffre 100, puis ensuite on passe à 99, 98, etc. Et j'ai trouvé que ça renforçait un peu ce sentiment d'urgence et que ça permettait aussi de renforcer la pression qui est mise sur le lecteur, et je trouvais ça plutôt intelligent et plutôt intéressant. Je ne peux pas vraiment dire que je me sois attachée au personnage de Ben parce que c'est un homme totalement désespéré, prêt à tout, qui ne voit vraiment que par son objectif final et qui par conséquent est assez froid, mais malgré tout j'ai beaucoup aimé suivre son aventure. J'étais derrière lui, parfois j'avais vraiment envie de me révolter avec lui. Après, si je dois noter peut-être un petit bémol, c'est que je m'attendais à ressentir peut-être plus de peur. Je pensais vraiment avoir plus de peur et d'angoisse qu'il se fasse découvrir, qu'il se fasse trahir, et du coup le côté vraiment traque n'est pas assez présent à mon goût. Je m'attendais vraiment à ce que l'auteur se serve de ça pour mettre en avant l'égoïsme et la cupidité de certains, et également peut-être la recherche de l'argent et de la célébrité un peu à outrance de certaines personnes, et ce n'est finalement pas du tout ce qui prime dans ce roman. Malgré tout, comme quasiment à chaque fois, Stephen King a su mettre en scène des personnages tout en nuances de gris, en appuyant bien sûr plus sur leur part de sombre. Même si donc ce ne fut pas un coup de cœur, Running Man restera pour moi une très bonne lecture, un très bon roman court mais extrêmement efficace, bien rythmé, qui dresse vraiment une critique absolument cinglante de la société et qui met malheureusement en exergue des dérives que nous ne sommes pas loin de déjà vivre. Un King donc que j'ai trouvé très agréable, assez addictif, et qui je pense pourrait complètement convenir en tant que peut-être première lecture de l'auteur si vous ne l'avez jamais lu. Donc voilà, pour ma part, vous l'aurez compris, c'est loin d'être ma première lecture du King, mais une fois de plus, ce fut donc une très bonne lecture. Je pense qu'à ce jour, pour tout ce qui est des titres signés Richard Bachman, je n'ai jamais eu de déception. Je crois que tous ceux que j'ai pu lire ont toujours été de bonnes, voire de très très bonnes lectures. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais ouais, les titres vraiment qu'il a signés sous ce nom de plume, en général, ouais, ça a vraiment m'embarqué, ça, je sais pas, me parler. Et... Bon, en tout cas, personnellement, je ne pourrais donc que vous les recommander. Et voilà, c'était donc les 4 lectures dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Je sais d'ores et déjà que j'ai un autre point lecture à vous tourner, parce que j'ai d'ores et déjà 4 autres lectures sous la main. Et je tiens à vous prévenir tout de suite, il y aura du bon, voire du très 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 bon dans le point lecture suivant. Potentiellement ma meilleure lecture de 2022. Ouais, rien que ça. En tout cas, vous le savez, si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés aujourd'hui, ou s'ils vous donnent très très envie,
N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, j'adore vraiment échanger avec vous, j'adore papoter et bien souvent vous êtes d'ailleurs de très bons conseils, vous me donnez aussi de très bonnes idées, donc merci d'avance pour tout ça. Et bien sûr, si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, mettre des petits pouces levés si vous avez aimé la vidéo. Je ne le répète pas à chaque fois, j'oublie bien souvent, mais c'est vrai que si vous voulez retrouver toutes mes chroniques écrites, tous les romans dont je parle et retrouver également des infos sur les auteurs que je vous présente, des infos sur les lieux où se déroulent les actions des différents livres dont je vous parle. Bien sûr, vous retrouvez tout ça sur le site de ReadTrip. Je vous remets l'URL juste ici, mais bien sûr, elle est toujours présente dans la barre d'infos. Allez voir dans la barre d'infos, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, il y a un melting pot, mais si elle s'appelle barre d'infos, ce n'est pas pour rien. Sur ce donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti, vous aura donné des idées de lecture, vous aura peut-être donné envie de découvrir le King. D'ailleurs à ce sujet, je pense de plus en plus à vous faire peut-être une vidéo dédiée au King parce que je commence à en avoir lu un paquet. Peut-être pas là dans les prochaines semaines, mais potentiellement, je me dis en fin d'année, ça peut être assez sympa. Donc voilà, je suis en train de cogiter à ça en ce moment, et plein d'autres idées, mais comme d'habitude, beaucoup trop peu de temps. Voilà. En tout cas, donc pour ma part, je vous retrouve très prochainement, normalement, donc pour un autre point lecture. Et en attendant, bien sûr, en plus de vous souhaiter de très bonnes lectures, de très bonnes vacances pour ceux qui auraient la chance d'être en vacances, je vous souhaite aussi paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!